Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de carnet de vol consacré aujourd'hui aux vieux avions. Et je dis ça avec beaucoup de respect, d'autant plus que je me trouve à bord de l'un d'entre eux, un Nord 3202, un avion d'entraînement des années 60 que nous allons découvrir un peu plus après le sommaire de ce numéro 44 de carnet de vol, consacré donc aux répliques, aux avions de collection et à la reconstruction d'avions. Reconstruire entièrement un avion de 1939 resté à l'état de prototype, c'est le défi fou que se sont lancés les membres de Replicair. Cet avion, c'est le DeWatin 551. Un travail titanesque en passe d'être relevé. Autre engin mythique, l'Éole de Clément Ader. Le premier avion de l'histoire fait plancher les élèves d'un IUT toulousain. Leur copie fera-t-elle mieux que l'original qui n'avait volé que quelques mètres ? Enfin, ce fut le premier chasseur de l'histoire aérienne et l'avion de Roland Garros. Le Morane Type L va renaître dans les ateliers de Daher Sokata à Tarbes. Une aventure technologique et humaine à découvrir dans ce numéro. Vincent, ce 3202, c'est un avion d'entraînement de l'armée de terre, j'ai bien compris, armée de terre? Tout à fait, effectivement, il était en service dans l'armée de terre à partir des années 60 jusqu'à quasiment les années 80. L'armée de terre avait donc des avions? Exactement, voilà, c'était vraiment pour la formation donc ab initio des pilotes jusqu'au pilotage quand même confirmé, voltige et vol des instruments. Alors quelles sont les performances de cet engin qui, rappelons-le, date des années 60? Donc niveau performance, donc grosso modo en croisière on croise autour de 220 km/h pour un moteur donc de 260 chevaux compressés, donc ce qui permettait à l'époque donc de faire de la voltige et donc de l'école initiale. C'est un avion qui a quelle histoire? Est-ce qu'il a marqué un peu l'histoire de l'aéronautique? Pourquoi est-ce que Replicair par exemple a choisi de s'en procurer un? Donc Replicair a choisi donc d'acheter cet avion qui est un peu plus complexe qu'un avion d'Aéroclub. Qui nous permet donc aux différents pilotes de l'association de s'entraîner sur des systèmes plus complexes, des moteurs un petit peu plus spécifiques, tels que ce moteur donc qui est turbocompressé, et donc d'aller vers un pilotage un petit peu plus complexe en prévision donc du pilotage du futur DeWatin 551 que l'on reconstruit donc au sein de l'association. Vincent, quelle différence y a-t-il entre un avion de collection comme le 3202 à bord duquel nous sommes, une réplique et une reconstruction d'avion? Je crois qu'il y a une différence quand même, hein? Tout à fait, voilà, donc une reconstruction, donc le but comme tel que le DeWatin 551, c'est donc de reconstruire une machine sur plan d'époque, en respectant donc toute la philosophie, tous les plans de l'époque. Une réplique, on peut se permettre un petit peu plus d'écart avec la machine originale. Et donc un avion donc d'époque tel que ce Nord 3202, est un avion donc, que l'on a conservé donc, dans son jus d'époque et que l'on entretient donc pour le maintenir en état de navigabilité. Un break dans 10 secondes. 6, 9, 8, 7, et puis maintenant en fait. Hop là. Hop, je reviens sur toi et j'en fais un deuxième. Ça va derrière? C'est bon. Ok, je reviens sur toi et puis on peut rentrer à terrain. Pour le break à droite, c'est top.
1h32,02, il se pose bien? Oui, oui. Tant mieux. Le Nord, c'est vraiment donc un avion école. Ouais. Donc c'est ça qui est top, c'est que vraiment, voilà, niveau pilotage, il est relativement facile, abordable, relativement stable. Toi, vu le dièdre que l'on a sur les ailes, donc il est extrêmement stable en pilotage. Et pareil, donc à l'atterrissage aussi, donc avec son train d'atterrissage tiré qui est vraiment spécifique sur cet avion. Du coup, ça permet d'avoir des atterrissages vraiment très permissifs. Et si jamais voilà, il y avait des élèves pilotes à l'époque qui rataient potentiellement leurs atterrissages, Oui. ils ne rebondissaient pas du tout, comme à l'inverse d'un Piper Cub par exemple, qui aurait tendance à rebondir. Ok, donc on a la piste droit devant nous. On est dans le mou. Et voilà. Posé. Nous voilà donc à Grouillé. Sur le terrain. Sont installés les nouveaux bureaux de répliquaires. Et où nous allons retrouver Jérémy Caussade. Bonanza lui s'oppose. Là, on assèche complètement le circuit. Hop, hop. L'électricité de l'avion est coupée. Jérémy, merci pour ce petit vol en guise de voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est un peu le principe de Répliquaire, dont vous êtes le président. Racontez-nous d'où vous est venue l'idée de créer cette association. Écoutez, la genèse de l'association remonte aux environs de 2010 pour une création de l'association en 2011 autour du premier projet qui était de reconstruire l'avion de Roland-Garros, donc un avion de 1912. C'est quand même un bel exploit de commencer par construire cet avion-là qui est quasi mythique. Oui, tout à fait. C'était un vrai hommage et une vraie volonté de notre part de se construire notre propre laboratoire pour pouvoir expérimenter la totalité du prisme, donc le design, la fabrication, la mise en vol, jusqu'à la traversée qu'on a pu faire donc 100 ans moins un jour après Roland-Garros. Alors comment ça s'est passé cette traversée? Facilement ou finalement un petit peu comme Roland-Garros, compliqué? Alors, par rapport au Roland-Garros, je pense qu'on n'est pas du tout dans la même mesure. On ne cherchait pas à rééditer l'exploit, on cherchait à honorer un exploit qui était son vol à lui en 1913. C'était un succès total, avec quelques petits embûches pendant le vol, mais rien de bien méchant. Alors, premier succès avec le Morangé, et comme vous aviez eu peur de vous ennuyer, vous êtes parti sur un autre défi, j'ai envie de dire, encore plus grand. Racontez-nous. Il se trouve qu'on avait une vraie bande de copains qui s'était constituée, avec de vraies compétences, une complémentarité de tout le monde, d'où l'idée de se replonger dans un autre défi. Alors, sur le premier projet, c'était la traversée qui était la clé, on va dire, l'aboutissement. Sur le projet actuel, sur le De Watine, c'est un tout petit peu différent. C'est la mise en vol de l'avion qui, en soi, est l'objectif. Alors, c'est un De Watine D551. Racontez-nous un petit peu son histoire particulière. C'est un avion qui n'a jamais volé, qui était prêt à voler on va dire au début de l'été 1940. Et pour les raisons de contexte et de fin de la bataille de France et d'armistice, eh bien, cet avion n'a jamais pu voler. Donc sur les quelques exemplaires qui étaient en courte finale pour être capables de prendre leur envol, tout s'est arrêté. Et in fine, les exemplaires ont été détruits. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée et de mettre cet avion en vol et de voir qu'est-ce qu'il donnait en vrai, puisque les performances théoriques sont impressionnantes. Bon, on va voir tout à l'heure la reconstruction, comment en tout cas vous procédez à cette reconstruction du D551. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'histoire de De Watine, ce grand constructeur aéronautique du début du siècle, je vous propose un petit rappel historique. On se retrouve juste après dans les ateliers de Répliquaire à Colomiers. Émile De Watine quitte l'ATECOR en 1920 pour créer sa propre société. Partisan d'avions tout métal, il réalise une série de machines dont la plupart seront des réussites. Le premier à sortir des usines de Toulouse est le D1, monocoque entièrement métallique. Ce chasseur monoplace, produit à 234 exemplaires, est exporté jusqu'au Japon. Puis vient le D9 en 1924. De Watine, toujours visionnaire, comprend vite que l'avenir est au monoplan quand la référence mondiale est encore le biplan. Avec son D501, il préfigure celui qui deviendra le roi des chasseurs français quelques années plus tard, le D520. Alors que les plus grands esprits de l'aéronautique restent convaincus que l'aile haute est l'avenir, lui choisit l'aile basse. Les faits lui donnent raison. En 1931, il construit le mythique D33, plus connu sous le nom de Trait d'Union, et remporte 8 records du monde de vitesse et de distance. 2 ans plus tard, arrive l'élégant D338, un trimoteur dont les 30 exemplaires font merveille sur les lignes d'Air France, rivalisant avec ce que les Américains faisaient de mieux à l'époque. Marseille-Saigon.
Voyage prestigieux dont le trajet sera désormais accompli en 5 jours grâce à la mise en service du nouvel appareil français, le De Watine 338, l'un des plus modernes et des plus confortables longs courriers du monde. Dans une cabine large et spacieuse, où la visibilité est parfaite, le voyageur jouit d'un confort total, tandis que l'appareil extrêmement rapide continue de le rapprocher de la France. Mais c'est le De Watine 520 qui deviendra la plus belle réussite technique du constructeur toulousain. Ce chasseur n'a rien à envier au Messerschmitt 109 allemand qu'il surpasse régulièrement. Lors de ses essais en vol en 1940, Léopold Galli dépassa même les 900 km/h en piqué. Produit à 450 exemplaires, la défaite de 1940 mettra fin à la carrière prometteuse des avions De Watine. Bien des années plus tard, l'ingénieur visionnaire, toujours attentif à l'industrie aéronautique en plein essor, témoignait encore des valeurs qui l'animèrent toute sa vie. Aujourd'hui encore, mon esprit travaille continuellement et j'imagine, car je ne peux pas faire autrement que d'imaginer les avions futurs. La nuit est tombée, il est 18h, nous sommes à Colomiers, devant les ateliers de répliquaires. Et c'est là que va naître réellement le fameux De Watine D551 dont nous parlait Jérémy tout à l'heure. Après bien sûr de très longues soirées de travail. Allons voir comment ça se passe à l'intérieur. Bon alors Jérémy, bon déjà il fait bon hein, dans cet atelier, c'est déjà pas mal, c'est pas toujours le cas. Il est où ce fameux D551 ? Bah écoute, pour l'instant, il est ici. Hein. Il est ici et il est un petit peu partout dispersé à travers toutes les pièces qui sont en cours, qui sont déjà faites et où on prépare en fait l'assemblage de l'avion. Combien il y a de pièces à peu près là ? Alors ça va être difficile à dire, mais les contreformes qui sont des pièces blanches qu'on voit derrière, il y en a à peu près 350 et le nombre de pièces sur l'avion, c'est à peu près 3000. Le nombre de bénévoles qui travaillent régulièrement ici sur cet avion, c'est combien ? Alors ici, on se retrouve à peu près tous les soirs, plus les week-ends. Ça fait une moyenne de 30 personnes tous les mercredis soirs. Le lundi est ouvert maintenant. Et maintenant qu'on commence franchement à accélérer, ça sera quasiment tous les soirs et tous les week-ends. Bon, je vous propose de nous rendre du côté de Paul Sabatier, l'université Paul Sabatier. Une question Jérémy, peut-être. Est-ce que vous savez quel est le premier avion à avoir décollé par ses propres moyens ? Ouais, je serais tenté de dire Léol de Clément Ader. Hein, voilà, Clément Ader, le Muretin, le Toulousain, comme Émile De Watine d'ailleurs, tout comme les étudiants que nous allons donc retrouver et qui se sont lancés dans la construction de Léol de Clément Ader. On regarde ça et on se retrouve juste après ici avec beaucoup de monde au travail cette fois. Il s'accroche là. Et là, vous ne pouvez pas l'y mettre. Là, ça y est. Répétition générale dans les ateliers de l'IUT Génie mécanique de Toulouse. Léol essaye ses nouvelles voiles, des habits neufs taillés par Mireille Lelièvre de la voilerie de Ramonville. Là, c'est centré, là, maintenant. Là on dirait que c'est bon. C'est mieux, hein, il me semble. Olivier, même comme ça rentre pas. Léol est le premier appareil plus lourd que l'air qui a réussi en 1890 à s'arracher du sol par ses propres moyens. Les étudiants et leurs professeurs de l'IUT ont fait le pari, un peu fou, de faire revoler Léol. C'est un peu notre cœur de métier, hein, c'est faire de l'aéronautique pour former des étudiants. On a trouvé l'idée très intéressante et on a donc chaque année, depuis 3 ans maintenant, une quinzaine d'étudiants qui travaillent à la restauration de ce petit avion. On a créé des pièces ici à l'IUT grâce à nos machines qu'on a dans notre atelier qui ont été entièrement faites par les étudiants et conçues aussi par les étudiants. Le 9 octobre 1890, dans le parc du château de Gretz-Armainvilliers, au sud-est de Paris, Léol réussit une envolée de 50 mètres sur une hauteur de 20 cm, aux commandes son inventeur, Clément Ader. C'est un inventeur de génie. Si vous voulez, c'est le Léonard de Vinci de la fin du 19e siècle. Un homme qui va toucher à tout, au téléphone, au vélo, à l'automobile et bien entendu à l'aviation. Un homme qui n'a cessé d'inventer tout au long de sa vie jusqu'à un âge très avancé. Clément Ader aurait dû être célèbre. Il décolle 13 ans avant les frères Wright, mais expérimentant pour les militaires sous secret défense, ses recherches demeureront longtemps ignorées. Clément Ader, né en France de parents français, est le premier Français et le premier homme qui réussit à voler par des moyens mécaniques. En 1990, des élèves de l'école centrale Paris veulent marquer les 100 ans du vol. Ils recréent Léol et convainquent Patrick Baudry d'en prendre les commandes. 15 ans plus tard, dans une ancienne propriété de Clément Ader, Eugène Bellé retrouve la trace de cette réplique dans un état déplorable. Il en confie la restauration à l'IUT de Toulouse. Même si la voilure s'inspire des ailes de chauve-souris,
L'Éole présente des caractéristiques que retiendra l'aviation moderne. Une hélice à l'avant et un pilote qui dirige à l'aveugle. En fait, il pilotait comme on dit aujourd'hui aux fesses. C'est-à-dire qu'en fait, il sentait les vibrations des roues pour savoir si la roulette arrière avait bien quitté le sol ou si les roulettes avant avaient bien quitté le sol. Et c'est à cette perception physique qu'il considérait qu'il avait volé. En 1890, Clément Ader a utilisé une machine à vapeur. 100 ans plus tard, les centraliens un moteur à essence. Au XXIe siècle, les étudiants comptent se servir de moteurs électriques fournis par Airbus. Là, on a un moteur d'une puissance de 30 kW, c'est-à-dire à peu près 1,5 fois que la puissance du moteur à vapeur de Clément Ader. Vous voyez que dans un volume extrêmement réduit. Alors l'intérêt de ces moteurs, donc évidemment il y a l'aspect énergie renouvelable et énergie électrique. Par rapport à l'application sur l'avion, on gagne aussi en précision de contrôle. Autre innovation, l'Éole a gagné un bord d'attaque d'aile en composite et des commandes de vol de direction et de profondeur. En 2018, l'objectif est de parcourir une centaine de mètres à 50 cm de hauteur. L'Éole de 1990 a fait quelques bonds de 300 mètres de long environ, record qui reste à battre. Donc vous faites l'assemblage. Ils ont un pléonasme. Oui, je comprends. Alors pendant que les bénévoles travaillent dans l'atelier à fabriquer les milliers de pièces dont sera composé le D551 de Voitine, eh bien on va regarder comment on a conçu ces pièces, comment on les a fabriquées. Et c'est avec vous Fabien. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Alors, on l'a dit, des milliers de pièces pour composer le de Voitine 551. Oui. D'où sortent les plans? Alors, nous avons pu consulter les plans de l'époque. Les plans sont propriété du conseil départemental et donc on les a en accès. Alors, par contre, on n'a pas la possibilité de les sortir. Donc, la première opération que j'ai réussi à faire, c'est de les photographier un par un. Donc, il y en a en gros 2000-2500 plans. Le doigt est aiguisé. Exactement, voilà. Les plans étaient très bien faits à l'époque, c'est-à-dire que sur les plans, vous avez toutes les informations nécessaires. On peut en voir un? Tout à fait, oui. Alors, je vais vous montrer un plan qui concerne le train d'atterrissage. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un plan qui est du 19 décembre 1939. Vous avez le nom du dessinateur, le nom du vérificateur et vous avez le descriptif complet des axes. Alors, ces axes, c'est des axes qui servent à tenir le train d'atterrissage. D'accord. Je peux vous les montrer très rapidement sur la DMU. Parce que des vieux plans, vous avez fait voilà. Alors, une maquette moderne. Tout à fait. Donc le but, c'est d'utiliser les outils modernes de conception qui sont actuellement utilisés, par exemple, chez Airbus, pour pouvoir utiliser derrière ces informations-là sur des machines à commande numérique pour faciliter le process de fabrication. Donc vous avez tout en virtuel. Exactement. Comment est-ce qu'on passe de nouveau à la matière dure, à la pièce? On va pouvoir transférer ces données-là dans un laser qui va permettre de découper la tôle automatiquement sans avoir d'opération manuelle. Donc à partir de là, on ressort la pièce du laser, elle est déjà terminée en termes de détourage. Il y a des opérations qui restent manuelles, qui sont le ponçage, les bavurages, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a les bénévoles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénévoles. Et après, on fait exactement la même chose pour les pièces qui sont usinées. Alors on vient de voir comment on a reconstruit toutes les pièces de structure. Et bien voici le moteur. Et quand je dis moteur, je me moque pas de vous, regardez la bête. Thomas, un joli V12. C'est un joli V12? Oui, une pièce de collection, hein, comme on les faisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est quoi comme moteur? C'est un Hispano-Suiza? Donc en fait ici on va être sur un Hispano-Suiza construit sous licence, puisque c'est un moteur en fait qui nous vient de Suisse. D'accord.
Voilà, donc c'est un moteur de 36 litres de cylindrée. 36 litres de cylindrée chez vous, j'espère que vous imaginez ce que c'est. Vous allez voir la taille des pistons, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, un moteur, il peut être en dessous d'un litre. Oui. 36 litres de cylindrée, quelle puissance 1000 chevaux de puissance et 1100 chevaux en surpuissance au décollage. Je crois que les moteurs d'origine, ils étaient, on va dire, sabotés, puisque l'Allemagne avait envahi la France à cette époque-là, et donc pour pas que les Allemands puissent récupérer le prototype. Alors finalement, on est sur une licence suisse, donc c'est les moteurs qui ont été construits. Neutres, donc ils n'ont pas été embêtés par les Allemands. Non, ils ont été construits chez eux, et donc c'est des moteurs parfaitement sains dans leur conception, et c'est des moteurs aussi qui ont été utilisés par l'armée suisse jusque dans les années 70. Donc c'est des moteurs qui ont été fiabilisés et qui ont très bien volé. Un beau jouet quand même. Ah, c'est un sacré jouet, il n'y a pas à dire. On va s'intéresser à un autre avion de Roland-Garros, le Morane type L, le premier avion de chasse moderne puisqu'il a servi pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est Daher Sokata, l'héritier de Morane et Saulnier, qui s'est lancé dans la reconstruction de ce Morane que je vous propose de découvrir. Notre histoire d'avion démarre sur un tracteur et sa remorque qui traversent la ville de Tarbes avec une étrange cargaison, un morceau de fuselage. Ce qui n'est encore qu'un avion sans aile ressemble à un projet fou. Reconstruire au pied des Pyrénées, dans les ateliers de Daher Sokata, l'un des tout premiers avions de chasse, un Morane Saulnier type L, utilisé en 14-18. Là, comme c'est le groupe qui s'engage aux côtés de l'association très fortement, justement, ça nous permet aussi d'associer des nouveaux venus dans l'entreprise, des jeunes ingénieurs, techniciens, qui puissent voir comment on construit un avion vraiment en utilisant nos racines. Les racines de cette société de Tarbes, on les retrouve il y a plus d'un siècle pendant la Première Guerre mondiale. C'est tout simplement l'origine de l'armée de l'air française avec la première utilisation de l'avion au combat. Parmi les appareils de l'époque, ce fameux Morane Saulnier piloté par Roland Garros. 100 ans plus tard, une trentaine de bénévoles soutenus par les salariés de l'entreprise redonnent vie à ce monoplan mythique. C'est vrai qu'on a bien évolué. Ils n'avaient pas les outils que nous avons actuellement. Et pour faire un avion comme ça, je crois que je les admire. On monte un peu, pique. Le temps a passé, néanmoins certains gestes n'ont pas changé, comme les techniques d'entoilage, un des moments les plus délicats de la construction de cette réplique. Avec du fil et une aiguille, la toile est tendue et cousue main sur une structure en bois. Une fois la toile posée, cousue, il faut la repasser. Là, maintenant que j'ai fini la difficulté, je passe méthodiquement absolument partout pour avoir la même rétreinte, pour avoir le même fini du tissu. Allez, allez, on verrouille. On monte la voilure à peu près parallèle et on enfile derrière le fuselage de façon à être en face toutes les attaches. Et comme c'est un peu mobile, c'est très délicat à faire, quoi. Après des mois de labeur, enfin l'avion prend forme. Il aura fallu environ 10 000 heures de travail pour en arriver là et un budget de 60 000 €. Pour ces passionnés d'aviation et pour les salariés de la société Daher, héritier de Morane Saulnier, c'est un joli clin d'œil à l'histoire. Il faut savoir d'où on vient. C'est très intéressant, c'est bien. Premier vol prévu dans un an. Si tout va bien, l'avion sera présenté au Salon du Bourget 2019. En attendant, peut-être des vols plus longs, comme cette autre Morane Saulnier qui avait relié la Côte d'Azur à la Tunisie en 2013 pour commémorer les 100 ans de la première traversée sans escale de la Méditerranée. C'était en 1913 avec aux commandes un certain Roland Garros. Alors nous voici de retour à Groyer où nous avions commencé cette émission avec Jérémy et la maquette bois et papier du D551. Il manque quand même une grosse partie là, hein, Jérémy. Oui, tout à fait. Il manque encore quelques petits bouts, mais ça permet de préfigurer un petit peu ce que seront les formes de l'avion qu'on est en train de construire actuellement. Et à quoi ça va vous servir cette maquette exactement ? Alors en fait, on base la plupart de nos études sur le 3D avec des méthodes modernes. Néanmoins, vu que c'est un prototype et qu'on va faire voler pour la première fois ce prototype, il nous fallait un petit peu une étape intermédiaire pour nous permettre d'intégrer un petit peu les systèmes, tester, éventuellement faire des erreurs, corriger. Et c'est pour ça que cette maquette est là, qui représente du coup à l'échelle 1 les formes de l'avion. Quand est-ce qu'il va prendre les airs pour la première fois cet avion ?
Alors la maquette, jamais. Par contre, l'avion, le but est de pouvoir voler l'année prochaine. Donc un tout petit peu plus de 75 ans après la date initiale prévue par Émile de Watine. Qui va le piloter? Donc on a toute une équipe d'essais en vol et la décision reviendra à notre chef pilote Christophe Marchand. Vous avez fait les 2 tiers du travail, donc il vous reste encore combien de temps de travail? En heures, juste pour estimer ça comme ça? Je pense qu'il reste encore quelques milliers d'heures avec trois pôles dans le projet. La partie campagne de soufflerie pour préparer la campagne des 100 vols réels, la partie motorisation donc, qui manque ici, donc remettre à niveau les moteurs d'origine, et la partie structure, système, le reste de l'avion. Bon, ben, il me reste à vous souhaiter un très bon courage. On va vous remercier bien sûr de nous avoir accueillis pour ce carnet de vol. Et puis moi, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à voler tout à l'heure dans ce vieil avion, le 3202, j'y retourne si vous m'autorisez. Avec plaisir. Merci Jérémy, à bientôt. Merci. Et bien voilà, ce carnet de vol consacré à la reconstruction d'avions ou de répliques est maintenant terminé. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Moi, il va se continuer encore un petit peu puisque je vais profiter d'un nouveau décollage en 3202. C'est avec Vincent. Vincent, on peut y aller. Ok, on y va.